Bonjour et bienvenue en direct sur KTV à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré notamment à l'immigration clandestine. Et pour en parler, nous recevons la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, Nathalie Chimonet. Bonjour. Bonjour Léonard, bonjour Camar et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue Merci sur beaucoup. Coésie, merci d'être présente ce matin. Alors, première question, quels sont les chiffres de 2020 de reconduite à la frontière? Alors nous avons effectué 13 300 reconduites en 2020, ce qui est un résultat qui s'explique par une année très particulière. Cette année, on peut un peu la découper en trois. On a eu une première période assez classique de lutte contre l'immigration clandestine, où on a pu utiliser tous les moyens dont nous disposions, en mer et à terre. Donc sur les 2 premiers mois et demi de l'année, jusqu'au 15 mars, nous avons effectué environ 6 500 reconduites. Et puis ensuite, la décision que vous connaissez à partir de la mi-mars, qui a conduit à la suspension des reconduites par la réadmission des ressortissants comoriens entrés illégalement à Mayotte pendant 4 mois et demi, qui a fait, c'est vrai, beaucoup de mal au territoire. Et puis ensuite, à partir du 1er août, grâce à un effort diplomatique intense qui a été mené par les autorités françaises au plus haut sommet de l'État, des reconduites qui ont pu reprendre, mais de façon à notre goût trop progressive. Nous y avons beaucoup travaillé, d'ailleurs vous m'avez peu vu dans les médias pendant cette période, parce que nous étions tout simplement au travail avec cet objectif prioritaire, la reprise des reconduites à 100%. Il fallait rattraper ce fameux retard. C'est vrai, vous l'avez dit, ça a causé beaucoup de tort à Mayotte pendant le confinement, de bloquer les reconduites. C'est peut-être pour ça que cette fois-ci vous le faites pas. Mais ça fait beaucoup de tort. Est-ce donc il faut rattraper la machine? Ça veut dire qu'il faut doubler des efforts? Non, on n'est pas en train de rattraper le temps perdu. On est en train de rétablir un niveau de reconduite que l'on connaissait avant la crise sanitaire. Et nous y arrivons. En janvier, 2200 personnes ont été reconduites de façon contrainte, plus 250 personnes qui ont souhaité retourner aux Comores de façon volontaire, des irréguliers. Donc au total, 2450 personnes qui ont été reconduites aux Comores. Donc un niveau très proche de ce que nous avons connu en janvier 2020. Parce que si je fais le calcul, on atteindrait les 26 27 000 à la fin de l'année, alors qu'on parle toujours de 22 23 24 000. C'est l'objectif fixé? Il n'y a pas d'objectif qui nous est fixé ni par le gouvernement ni localement. Simplement, nous avons des moyens pour agir, des moyens en mer, des moyens à terre pour procéder à des contrôles, pour interpeller. Et tout simplement, nous souhaitons les utiliser à plein et donc pouvoir reconduire autant que possible. Alors justement, par rapport à tous ces chiffres, pourquoi je vous pose la question? C'est parce que simplement, il y avait l'opération transparence qui avait été mise en place par le gouvernement, de nombreux chiffres qu'on pouvait avoir sur la délinquance, sur l'immigration. Ça a bien fonctionné sous l'ancienne préfecture de Sorin. On avait les chiffres régulièrement. Et là, sous le préfet Colombet, on ne les a plus. Quelle en est la raison? Je ne suis pas d'accord avec vous. Le préfet Colombet communique régulièrement. Il communique régulièrement sur les chiffres. Je l'ai fait aussi, surtout essentiellement dans la presse écrite pendant tout l'automne. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi et puis tous les mois où on en est au niveau des chiffres. Écoutez, tous les mois sur la protection des frontières, par exemple. La protection des frontières, j'y viens. En 2019, nous avions, pour une couasse qui était détectée, il y en avait une sur deux à peu près, un peu plus d'une sur deux, qui était interceptée ou qui faisait demi-tour. En 2018, nous étions à 37%, donc un peu plus d'une sur trois. 2020, nous sommes à 67%, donc plus de 2 sur 3, avec une progression très forte sur la fin de l'année, puisque au deuxième semestre, nous sommes passés à plus de 70%, donc 75%, pardon, 3 couasses sur 4 qui sont interceptées ou qui sont dissuadées d'entrer à Mayotte, donc qui font demi-tour. Je ne parle pas de celles qui font demi-tour, qu'on perd et qui ensuite beach, celles qui font réellement demi-tour. Ces chiffres, je peux vous les donner mois par mois, et je pense même que le préfet me demande de les donner mois par mois. Au mois de décembre, c'était 77%. Au mois de janvier, 71%. Donc voilà, vous voyez qu'on a une progression, mais nous avons aussi des arrivées qui sont très fortes depuis le mois de septembre. Ces arrivées très fortes, elles sont liées à un effet de rattrapage. Là, pour le coup, il y a un effet de rattrapage du côté des Comores, puisque les Comoriens ont été dissuadés de venir à Mayotte pendant la première vague de la crise sanitaire, par crainte, par peur du virus qui était présent à Mayotte, mais qui était aussi présent aux Comores, c'est très clair. Mais cette crainte a dissuadé les Comoriens de rejoindre
Mayotte de façon clandestine. Et à partir du mois d'août, on a vu très nettement et encore plus nettement au mois d'octobre des arrivées qui se sont intensifiées. Donc il y a eu un effet de rattrapage de ce flux migratoire, mais qu'on observe pas seulement à Mayotte, qu'on observe sur l'ensemble de la planète. Dans tous les pays qui sont confrontés à un défi migratoire, ont assisté à cet effet de rattrapage. Donc des arrivées qui sont importantes, mais auxquelles nous faisons face grâce à des moyens aussi qui ont été rehaussés tout au long de l'année 2020, à la suite des décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui ont été annoncées par le président de la République lors de sa venue en octobre 2019. Mais justement, avant de poser la question à Kamar Bourra, quand vous parlez des moyens mis en place, là le préfet avait annoncé suite à ce qui se passe, à la situation sanitaire qui se passe aux Comores, de redoubler d'efforts pour les contrôles, de mettre entre guillemets le paquet. Ok, pourquoi on l'a pas fait avant ? Alors le paquet, pardon, mais je reprends votre expression, il a été mis. Revenons sur ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Été 2019, annonce de moyens importants. Et tout au long de l'année, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les moyens en mer qui ont été doublés. Un parc d'intercepteurs qui est passé de 4 à 8. Des effectifs aussi qui ont été doublés. C'est pas rien, parce que les effectifs, il faut les former, les effectifs en mer. On ne met pas n'importe quel policier, n'importe quel gendarme sur un bateau. Les personnes doivent être formées à la navigation marine, à la réglementation, etc. Et puis il faut trouver des personnes qui soient suffisamment motivées aussi pour rester entre 8 et 12 heures en mer. C'est un travail qui est très très difficile, vous le savez, quelles que soient les conditions climatiques. Donc ces moyens, ils ont été doublés et ça nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être meilleurs au moment de cet effet, cette vague qui est arrivée à partir du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc heureusement, ces moyens sont arrivés à temps. Qu'avons-nous fait en complément pour lutter contre les flux migratoires qui sont arrivés depuis le début du mois de janvier, sachant que nous avions d'abord des suppositions et puis ensuite des preuves que le variant sud-africain était présent aux Comores. Il faut bien comprendre qu'au défi migratoire s'est ajouté un défi sanitaire. Et c'est vrai qu'avec le préfet Colombet a souhaité que l'on déploie tous les moyens qui étaient à notre disposition, y compris ceux qui ne participent pas de façon classique à la LIC. Alors, premièrement, la mobilisation de l'ensemble des moyens de l'État. Évidemment, les intercepteurs, la police aux frontières, la gendarmerie, qui sont là mobilisés à 100%, mais qui le sont vraiment toute l'année. Personne ne prend, si vous voulez, ne prend des vacances pour le plaisir. Les effectifs sont mobilisés, premièrement. Les effectifs aussi de la gendarmerie maritime. La gendarmerie maritime, aujourd'hui, est présente en mer pour dissuader, pour repousser. Habituellement, la gendarmerie maritime, elle est là pour contrôler les pêcheurs, pour faire aussi du contrôle d'identité, mais elle n'est pas là pour intercepter. Donc, si vous voulez, sa mission a été réorientée. Deuxième force qui est mobilisée, ce n'est pas une force qui lutte, qui intercepte normalement en mer, c'est la direction des affaires maritimes qui aussi est présente en mer pour détecter et pour éventuellement s'interposer, signaler à la base navale que des couasses interviennent. Donc vous voyez qu'on a une mobilisation très forte de l'ensemble des services de l'État, quitte à ce qu'ils abandonnent, ce qu'ils mettent entre parenthèses pendant un temps leur mission habituelle. Deuxième mobilisation, la mobilisation des moyens du ministère des Armées, les moyens hauturiers de la Marine nationale, qui patrouillent régulièrement autour de Mayotte, mais de façon ponctuelle et non régulière, si vous voulez. Mais le fait de ne pas avoir ces moyens de façon régulière, ça nous dégage aussi un effet de surprise qui est très important face aux passeurs. Donc là, je ne peux pas vous dire quand passe en février, quand sont passés en janvier les moyens hauturiers de la Marine nationale qui sont normalement à quai à La Réunion, mais ils passent régulièrement et ils le feront encore dans les semaines à venir. Les moyens aériens aussi de la Marine nationale qui sont présents. Je ne parle pas aussi de la sélection aérienne de la gendarmerie, l'hélicoptère de la gendarmerie qui tourne à plus de 2/3 de son activité pour la LIC, donc là qui est vraiment mobilisé sur cet enjeu sanitaire. Et puis, parce que l'enjeu sanitaire est très fort, on le voit aujourd'hui avec l'activité au CHM, dans les résultats des tests, des dépistages, une volonté d'utiliser tous les moyens qui étaient à notre disposition et donc de faire appel à des moyens privés. Le préfet a souhaité que nous lancions un appel aux prestataires privés, aux prestataires nautiques. Ils y ont répondu. Ce n'est pas une mission facile parce que ce n'est pas du tout leur ça a fait couler de l'encre, leur métier. Mediapart parle de délation de migrants clandestins. Délation, quand vous avez des quassas embarquant entre 25 et 30 personnes, dont 10% sont positives, potentiellement porteurs du variant sud-africain, là on est dans de la protection sanitaire des frontières, on n'est plus dans de la lutte contre l'immigration clandestine.
Il faut bien le comprendre. Et c'est dans cet esprit-là que les prestataires ont été, que nous avons lancé cet appel aux volontaires parmi les prestataires, et pas du tout dans une optique de sous couvert de sanitaire. Ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu. Ceux qui ont répondu, nous n'avons forcé personne, et les volontaires qui se sont déclarés, oui, ont joué le jeu. On a très bien travaillé avec eux. Alors après, nous avons aussi fait appel à un moyen aérien. Donc un avion qui patrouille au-dessus de Mayotte et bien au-delà de notre portée radar, donc ce qui nous donne un avantage tactique non négligeable. Cet avion, il va continuer de voler dans les prochaines semaines, mais là encore, on est dans une mesure temporaire, mais qui nous amène à accélérer certains projets qui sont en cours de détection aérienne. Camar. Alors Nathalie Gimonet, on a vu, vous l'avez dit à l'instant, les chiffres qui évoluent à Mayotte concernant les cas positifs au Covid. Du côté du CRA, on sait que l'alternative police, les syndicats aujourd'hui sont un peu remontés quand on voit ces personnes qui arrivent testées, positives, et qu'on doit ramener dans un centre d'hébergement. Est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui, avec le nombre de cas qui évolue, qu'on va arrêter en tout cas de faire les opérations leak, parce qu'on ne peut pas à chaque fois ramener des gens dans un centre d'hébergement qui pourrait être saturé? La leak ne s'arrête pas, ni en mer, ni à terre. En mer, je l'ai dit, nous avons considérablement renforcé les moyens, publics et privés. Les éloignements se poursuivent. Encore une fois, depuis le 1er janvier, près de 2900 éloignements reconduites réalisés. Donc toutes les personnes qui sont interpellées en mer sont placées au CRA après avoir été vues par un médecin ou par un infirmier. Elles sont testées et les personnes qui sont négatives sont reconduites. Pour la LICTER, c'est pareil. Les contrôles à terre de la police aux frontières, le GAO que connaissent bien vos éditeurs, la gendarmerie mobile également, enfin, tous les services continuent de travailler, de contrôler. D'ailleurs, les contrôles liés au confinement peuvent amener aussi à contrôler les personnes en situation régulière. Elles sont amenées au CRA. La différence avec la façon dont nous travaillions avant la crise sanitaire, c'est que toutes les personnes qui sont amenées au CRA sont testées. Et les positifs, évidemment, ne sont pas reconduites aux Comores tout de suite. Elles sont prises en charge par les infirmiers, par les aides-soignants du centre hospitalier de Mayotte qui travaillent au CRA tous les jours, même les week-ends et tard le soir. Ces personnes-là, si vous voulez, les accompagnent bien, leur font bien comprendre les risques qu'elles font courir à leur famille, à leur entourage, si elles ne s'isolent pas. Une fois que cette prise en charge elle a été faite, les personnes sont ensuite conduites dans les centres d'isolement. Nous en avons deux à Mayotte, bientôt 3, puisque j'ai demandé à ce que plusieurs de nouvelles places d'isolement soient créées dans le courant du mois de janvier. Donc ces personnes sont placées à l'isolement, mais elles sont placées à l'isolement comme l'est toute personne positive à Mayotte. Il n'y a pas de contrainte. Nous n'avons pas, j'ai eu l'occasion de le dire chez certains de vos confrères, nous n'avons pas de moyens. La loi ne nous permet pas de contraindre à l'isolement les personnes positives. Donc elles rentrent dans le droit commun. Certaines restent plusieurs jours, certaines peuvent partir après 24 heures, 48 heures. Mais sachez que pour reprendre votre expression, nous mettons le paquet pour bien faire comprendre à ces personnes les risques qu'elles encourent pour elles-mêmes et pour leur famille. Parlons un peu de l'habitat. Enfin, on a vu le préfet qui a en tout cas pris la décision aujourd'hui d'aller décaser pas mal d'endroits où aujourd'hui beaucoup de personnes en situation irrégulière habitent. Est-ce que là, avec le confinement, avec la situation, est-ce que finalement ce lancer qu'avait lancé quelque part entre guillemets monsieur le préfet, est-ce que là ça va continuer ou pour l'instant on va d'abord laisser les choses, la crise passer Non, il y a un calendrier qui a été fixé par le préfet avec le travail de mon collègue Jérôme Millet, sous-préfet en charge notamment de l'habitat illégal. Ce travail se poursuit. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Ce sont des opérations qui sont longues à monter. Il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Donc ce calendrier se poursuit. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui de l'arrêter. Alors, juste une question d'un auditeur qui nous dit, lors de l'opération Chikamba, quand l'opération a été initiée, on parlait beaucoup de drones. La personne demande pourquoi ne pas privilégier plutôt les drones que l'avion. Là, je ne vais pas vous dire que l'avion a été choisi sur le moyen et long terme. Nous avons eu recours à ce moyen aérien dans l'immédiat et un peu dans l'urgence pour parer
à la sévérité de la crise. Néanmoins, sachez que des discussions sont en cours avec le ministère de l'Intérieur pour travailler aux meilleurs moyens de détection aérienne que nous pourrions retenir. Donc plusieurs options techniques, si vous voulez, sont sur la table. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a une volonté très forte de parvenir à la mise en place de ce moyen aérien, quel qu'il soit, drone, avion, caméra longue portée, etc. Aujourd'hui, il devrait y avoir une réunion bilatérale entre la France et les Comores, notamment sur un des sujets clés, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous pensez que le gouvernement comorien va continuer à jouer le jeu et que les conduites ne vont pas s'arrêter ? Moi, je ne vais pas commenter les discussions diplomatiques, ce n'est pas mon rôle. Mais votre sentiment à vous ? Ce que je peux vous dire, je peux vous parler des faits. Les faits, c'est vrai qu'au moment où la décision de fermeture, de suspension du transport de passagers de l'étranger vers Mayotte a été prise, beaucoup nous ont dit, vous verrez, les Comores vont fermer les frontières de leur côté. Ça n'a pas été le cas. Donc les reconduites se poursuivent depuis cette décision qui date du 17 janvier. Par ailleurs, un autre fait aussi que je ne commenterai pas mais que je vous livre. Depuis le mois d'octobre, nous assistons à des opérations de sauvetage des vies en mer, parce que c'est comme ça que les désignent les autorités comoriennes, à Anjouan. Des couasses sont interceptées, des couasses sont détruites, des moteurs sont saisis. Des passeurs sont traduits devant la justice comorienne. Je ne peux pas encore vous dire qu'on le ressent ici à Mayotte parce que les arrivées sont très importantes. Je vous l'ai dit, à cause de cet effet de rattrapage après la crise sanitaire, la première vague de la crise sanitaire, et maintenant à cause de la présence aussi du variant sud-africain aux Comores. Donc vous dire qu'on en voit la traduction aujourd'hui à Mayotte, c'est encore un petit peu tôt. Néanmoins, ce que j'ai, ce sont des preuves tangibles que les choses évoluent et de façon très positive du côté des Comores. Autre chose, une polémique qui est arrivée sur Internet, le gouverneur d'Anjouan est parti à Nairobi pour se faire soigner, alors qu'il n'est pas venu à Mayotte. Pourquoi ? Parce que le préfet n'a pas voulu de lui, ou est-ce que c'est une décision de lui-même de ne pas aller en France ? Je ne connais pas son cas. Nous n'avons, à ma connaissance, pas été saisis d'une demande d'évacuation sanitaire. Donc c'est pas une volonté du préfet qui aurait refusé le gouverneur d'Anjouan à venir se faire soigner à Mayotte ? Absolument pas. Et encore une autre question, le temps passe vite. Vous avez participé au fait du déconfinement à l'époque, notamment pour l'outre-mer. Vous avez été rattaché à ça en avril et mai 2020. Pour vous, d'après votre expérience, quelles sont les erreurs à ne pas refaire pour peut-être mieux déconfiner, notamment justement Mayotte ? C'est un petit peu tôt de parler de déconfinement, alors qu'on commence juste ce confinement, que ce confinement, on ne peut pas dire qu'on en sortira tout de suite à l'issue des 3 semaines. Il faudra vraiment évaluer la situation à la fin du mois de février. Je ne parlerai pas d'erreur qui a été commise, mais peut-être un point de vigilance, c'est continuer à bien sensibiliser nos concitoyens, l'ensemble de la population au maintien des gestes barrières. Respecter les gestes barrières, ne pas tout de suite, on a tous envie de rejoindre nos familles, nos amis. Je pense que la coupure du lien social, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est en tout cas une des dimensions les plus difficiles à supporter dans ce type de mesures. Mais essayer d'être plus progressif, nous, dans nos comportements individuels. C'est à cet appel-là que je pense qu'il faudra être très, très attentif au moment de déconfiner. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Madame Soprelette, d'être venue parler sur ce plateau, sur des sujets. Oui, il y a beaucoup de questions, mais on n'a plus le temps. Il est 8h maintenant, ça veut dire que vous devrez revenir absolument. Le rendez-vous est pris. C'est bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.